Entendez-vous bien, écoutez bien, qu'on a commencé à parler des problèmes concrets auxquels sont confrontés les Françaises et les Français à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, on a commencé à parler des problèmes de l'inflation qui frappe le pays en cette rentrée. À 2 heures du matin, on a commencé à parler du problème des salaires qui sont trop bas, de la vie qui est trop dure, des prix qui sont trop hauts. On a commencé à parler de ça à 2 heures du matin. On avait l'impression d'assister à une forme de conseil d'administration du CAC 40 complètement déconnecté des problématiques concrètes auxquelles sont confrontés les Françaises et les Français. Et quand enfin on a pu dire la situation elle est trop dure, il faut arrêter cette politique de l'incantation, de Bruno demande, s'il vous plaît, augmentez les salaires, les entreprises, s'il vous plaît, faites un effort sur les prix, les entreprises, mais qu'il faut passer à des politiques contraignantes pour faire en sorte qu'on casse l'inflation, que les prix baissent, pour faire en sorte que les salaires ils augmentent enfin dans ce pays. Là, il n'y avait plus personne, c'est trop dur, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Voilà la réalité du président de la République qui multiplie les opérations de communication, mais qui est incapable de s'attaquer enfin aux thématiques auxquelles est confronté le pays en cette rentrée. Et on est venu avec sans illusion, mais avec l'idée que, au vu de la rentrée extrêmement difficile qui était devant nous, il fallait aller lui dire en face à quel point sa politique fait du mal au pays. Et il fallait lui dire en face à quel point il y avait besoin d'un changement complet de politique pour faire en sorte que la vie soit moins dure pour les Français et les Français. Bon, on est venu sans illusion et le déroulé de la discussion n'a pas changé grand-chose à notre impression. Vous lui dites que il y a des associations qui distribuent des repas pour les étudiants et que ces associations, elles vous disent que cette année, en 6 mois, elles ont distribué autant de repas que l'année dernière pendant toute l'année. Et donc vous lui dites, pourquoi vous avez refusé de voter à une voix près à l'Assemblée nationale notre proposition de loi pour étendre le repas à 1 euro pour les étudiants? Pourquoi vous refusez notre proposition d'une allocation d'autonomie qui permet aux étudiants de pouvoir étudier dans de bonnes conditions et de ne pas avoir besoin de travailler à côté? Le président de la République qui nous répond, mais le problème de la condition de vie des étudiants, c'est le problème du nombre d'étudiants. C'est parce qu'il y a trop d'étudiants que les étudiants ils ont des difficultés pour manger et ils ont besoin, ils sont obligés de compter sur des associations de solidarité. Il nous dit, oui, dans les étudiants qui ont du mal pour manger, si vous regardez bien, c'est des étudiants étrangers. C'est parce qu'il y a des universités qui sont irresponsables et qui font venir des étudiants étrangers alors qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir manger à leur faim. C'est ignoble de dire des choses comme ça. C'est infect de dire des choses comme ça. La jeunesse, elle galère dans ce pays. La jeunesse, elle n'a pas besoin des propos insultants et stigmatisants du président de la République. Elle a besoin de solidarité. Elle a besoin d'action concrète. Elle a besoin de faire en sorte de pouvoir écouter dans de bonnes conditions. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez, la prise en charge par l'État que nous avons proposée, des fournitures scolaires pour les élèves, ça a un coût estimé à 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, c'est 4% de ce que les 500 plus riches de ce pays ont accumulé en plus par rapport à l'année précédente dans l'année qui vient de s'écouler. Et bien moi je vous dis ici que oui, on peut accorder 4% de la richesse des 500 plus riches sur une année pour faire en sorte que l'État prenne en charge des fournitures scolaires pour nos élèves. On a le droit à du mépris. On a un président hors sol, incapable de comprendre le mal qu'il fait au pays. Il nous avait dit on va pouvoir discuter des référendums. On lui a dit très bien, vous voulez discuter des référendums. Le premier référendum qu'attendent les Françaises et les Français, parce qu'ils l'ont demandé depuis plusieurs mois, parce qu'ils se sont mobilisés massivement pour l'obtenir pendant plusieurs mois, c'est un référendum sur le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et là, entendez-vous bien, il nous a dit non, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire un référendum pour
démanteler ce qui a été voté par l'Assemblée nationale. Parce que ça créerait un conflit de légitimité entre la légitimité de l'Assemblée nationale et la légitimité du peuple. Mais qui a voté sur la réforme des retraites à 64 ans à l'Assemblée nationale? Personne. Personne n'a voté sur le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et oui, si vous voulez faire un référendum, on ne veut pas de vos référendums pour amuser la galerie. On veut un référendum sur le sujet qui concerne vraiment les Françaises et les Français, c'est-à-dire le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Mais il nous prend pour des imbéciles. Il nous prend pour des poissons rouges. Je crois qu'on a oublié. Je crois qu'on a oublié que cette fameuse discussion sur les référendums, on l'a déjà eu, qu'après le grand débat, il avait dit « J'ai entendu la volonté qui s'est exprimée dans le pays pour que les Françaises et les Français puissent avoir davantage de poids dans les décisions politiques et donc je vais faciliter le recours au référendum d'initiative populaire. » Peut-être que vous ne vous en rappelez pas. Il avait pris un engagement. Il avait dit « Je vais baisser à 1 million le nombre de signatures nécessaires pour le référendum d'initiative populaire. » Il n'a rien fait. Et alors, il recommence cette discussion sur oui, peut-être qu'il faut faciliter l'accès au référendum. On n'est pas des poissons rouges, on n'est pas des imbéciles. On a compris qu'ils nous prenaient pour des imbéciles. Mais on ne se laissera pas faire, et bien évidemment, on continuera la mobilisation contre la réforme des retraites. Et ce texte sera inscrit dans notre liste parlementaire pour que l'Assemblée nationale puisse enfin voter. On n'est pas des poissons rouges. Et pourtant, il revient et il nous dit on va faire une conférence sociale sur les salaires. Vous l'avez entendu? Alors après, on dit mais c'est bizarre parce que c'est pas ce qu'il a dit. À aucun moment il a dit qu'il ferait une conférence sociale sur les salaires. Donc on fouille un peu et il dit non, c'est une conférence sociale sur les salariés qui sont dans des branches dans lesquelles il y a des minima de branches qui sont inférieurs au SMIC. Alors on dira, mais le problème c'est que en mars de cette année, pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, le président de la République avait pris la parole et il avait dit « Je vais engager une discussion avec les syndicats et les organisations patronales pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de minima de branche qui soient inférieurs au SMIC. » Donc ce n'est pas le résultat de la discussion mardi soir. Il avait déjà dit au mois de mars qu'il fallait faire en sorte que quand il y a des branches dans lesquelles il y a des minima qui sont inférieurs au SMIC, comprenez bien, il y a des minima de branches qui sont inférieurs au SMIC, mais personne n'est payé en dessous du SMIC. C'est juste que ça tasse la grille salariale, c'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3 échelons qui sont en dessous du SMIC, tout le monde va se retrouver au SMIC. Parce qu'on ne peut pas payer en France des gens en dessous du SMIC. Donc la question c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de minima de branches en dessous du SMIC. Il avait déjà pris cet engagement au mois de mars. À l'époque, il y avait 57 branches sur 171 branches dans ce pays qui avaient des minima inférieurs au SMIC. Au moment où il a pris la parole au mois de mars sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a 80 branches sur 171 qui ont des minima inférieurs au SMIC. Alors que le président de la République nous dise qu'il va encore s'occuper de ce problème, honnêtement ça m'inquiète, parce que la dernière fois qu'il en a parlé, le résultat ça a été 30 branches supplémentaires dans lesquelles il y a des minima inférieurs au SMIC. Il faut arrêter le blabla sur ce sujet. Il faut faire comme le propose et comme le demandent des organisations syndicales, et en particulier la CGT, une loi qui dit qu'à chaque fois que le SMIC est revalorisé dans ce pays, alors les minima de branche doivent être revalorisés de manière automatique pour qu'il ne puisse pas y avoir de minima de branche en dessous du SMIC. Bref, vous avez compris, ils nous embrouillent. Ils nous ressortent les mêmes promesses qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 3 ans. Ils font comme s'ils avaient entendu quoi que ce soit. Et en vérité, rien ne bougera. Et si vous en voulez une nouvelle preuve, c'est M. Darmanin. Apparemment, M. Darmanin, attention, M. Darmanin, apparemment, il est dans les allées là. Apparemment, il a mangé ici ce midi. Vous l'avez entendu, M. Darmanin, il nous dit maintenant que lui, il est l'ami des catégories populaires. Il faut écouter la voix des catégories populaires. Camarades, faites attention. Si vous vous baladez dans les allées et si vous allez dans les friperies,
Faites attention, parce que M. Darmanin il est venu ici pour brader son costume de ministre du budget du président des riches, Emmanuel Macron. M. Darmanin, il était ministre du budget quand le président de la République et sa majorité ont décidé de réduire les APL de 5 euros. La réduction des APL de 5 euros, c'est Gérald Darmanin. La suppression de la moitié des contrats aidés dans ce pays, c'est Gérald Darmanin. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est Gérald Darmanin. Monsieur Darmanin, son bilan, c'est celui-ci. Alors aujourd'hui, quand il nous dit qu'il veut écouter les catégories populaires, qu'il veut leur parler aux catégories populaires, mais il leur a déjà parlé aux catégories populaires. Il leur a dit, allez vous faire voir. Quand les catégories populaires, elles se mobilisaient à plus de 92% des actifs contre la réforme des retraites, la réforme de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, Monsieur Darmanin, il ne les écoutait pas. Il leur mettait des coups de matraque, il les réprimait, il leur empêchait de continuer la mobilisation. Monsieur Darmanin, c'est pas l'ami des catégories populaires. Monsieur Darmanin, c'est leur adversaire, c'est son adversaire. Monsieur Darmanin, c'est celui qui les fait taire quand ils se mobilisent pour leurs droits, quand ils se mobilisent pour faire progresser nos droits, quand ils se mobilisent pour faire progresser nos salaires. À ce moment-là, Monsieur Darmanin, il ne les écoute pas, il les réprime. Donc tombez pas dans le panneau. Je sais que personne ici tombera dans le panneau. Mais faites attention, si vous le croisez dans les allées, faites attention, parce qu'il est venu là pour essayer de s'inventer un nouveau visage et de se porter un nouveau costume. Alors, camarades, Monsieur Darmanin, Monsieur Macron, bon, je pense que tout le monde a compris ici, on ne peut rien attendre d'eux. Et donc la clé, c'est notre mobilisation. La clé, c'est qu'on se bouge. La clé, c'est qu'on fasse en sorte qu'il n'ait pas le choix. La clé, c'est d'appuyer les mobilisations qui vont avoir lieu en cette rentrée. Et je pense d'abord à la manifestation qui va avoir lieu le 23 septembre prochain pour la justice, contre le racisme, contre les violences policières. Et pour avoir moi-même posé la question au président de la République de savoir ce qu'il comptait faire contre le racisme dans la police, ce qu'il comptait faire contre la multiplication du nombre de personnes qui sont mortes dans ce pays suite à des refus d'obtempérer, ce qu'il comptait faire face au mouvement factieux qu'on a connu dans la police nationale cet été. Quand on l'a interrogé sur le communiqué scandaleux du syndicat Alliance, qui considère qu'il est en guerre contre une partie de la population, il nous dit « Ah mais c'est pas moi qui ai écrit ce communiqué. Ah et peut-être qu'il y a du racisme dans la police, mais on peut pas dire que c'est un racisme structurel, c'est des cas séparés. Et la loi de 2017, non, je sais pas, c'est trop compliqué, faut pas en parler. » Voilà la vérité, c'est qu'ils ne comptent rien faire sur ce sujet et que leur seule réponse à la situation et aux événements qui ont eu lieu au mois de juin et au mois de juillet, c'est de dire que c'est de la faute des parents, des jeux vidéo ou de la France insoumise. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il faut obtenir, il faut se mobiliser et donc rendez-vous à toutes les risques le 23 septembre prochain dans la rue. Il y aura aussi des mobilisations intersyndicales au mois d'octobre pour les salaires. Bien évidemment, on sera à leur côté. La clé, c'est la lutte. La clé, c'est faire grandir l'alternative. Faire grandir l'alternative dans les mobilisations. Faire grandir l'alternative dans les prochaines échéances électorales. Et on ouvre cette année, une année qui se terminera, vous le savez, par une échéance électorale. Et je terminerai là-dessus. Vous savez que depuis plusieurs mois, nous les Insoumis, nous disons que parce que la NUPES nous a permis, aux dernières élections législatives, de remporter le premier tour des élections législatives, d'envoyer 151 députés de la NUPES à l'Assemblée nationale. Mais parce que la NUPES, elle a permis de faire en sorte que le président de la République n'ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais elle n'a pas encore réussi à gagner et à faire en sorte de pouvoir appliquer son programme pour le pays, alors il faut permettre à la NUPES de continuer ensemble, de progresser, d'être cohérente, d'être claire, d'être lisible, que les gens se disent, là on a une alternative sérieuse et on n'est pas condamné à choisir entre le macronisme et l'extrême droite et l'extrême droite qui se réveille.
de cette liste commune aux élections européennes. On en a besoin. On ne mène pas cette bataille pour nous-mêmes. On serait tout à fait capable de déposer 1, 2, 3, 4, 5 listes de la France Insoumise s'il faut aux élections européennes. On a suffisamment de militants de qualité. On a des élus qui ont fait un travail formidable au Parlement européen. Le problème, c'est pas pour nous. Le problème, c'est qu'est-ce qui est bon pour le pays. Ce qui est bon pour le pays, c'est de faire en sorte qu'au lendemain des élections européennes, nous soyons en tête, nous ayons battu les macronistes, nous ayons battu l'extrême droite, et qu'on envoie un bon appui pour tout le monde. Alors, disons, aux prochaines élections nationales, on peut faire la même chose, on peut le battre et on peut gagner. Donc, il faut convaincre. Et honnêtement, depuis le début de la rentrée, les choses, elles ont avancé positivement sur ce sujet. Il y a eu de nouvelles prises de parole en faveur de la liste commune aux élections européennes. Il y a eu, lors de nos universités d'été, Benoît Hamon, il y a eu Ségolène Royal, il y a eu le député socialiste Jérôme Guedj, il y a eu le parti Génération. On est de plus en plus nombreux à dire qu'il faut cette liste commune dans nos élections européennes. Donc il faut continuer cette bataille de conviction. Il faut continuer à convaincre nos partenaires que cette liste commune aux élections européennes, on en a besoin pour le pays. Et cette action, elle fait bouger les lignes. Elle fait bouger les lignes. Ça y est, grand convaincu. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on aille les convaincre un par un, les militants des autres organisations politiques. Il faut qu'on aille les convaincre un par un. Et la semaine dernière, même le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a dit une phrase importante. Il a dit que dans l'hypothèse où les écologistes changeraient d'avis, s'ils arrêtaient de refuser cette possibilité d'une liste commune aux élections européennes, alors le Parti Socialiste participerait à cette discussion et à cette démarche pour avoir une liste commune aux élections européennes. Ça veut dire que nous sommes de plus en plus nombreux à la vouloir, cette liste commune aux élections européennes, et donc on a besoin de continuer à convaincre, et je sais que vous y participez, vous y contribuez les uns et les autres, et je vous en remercie. 84% des sympathisants de la NUPES, des électrices et des électeurs de la NUPES sont en faveur de cette liste commune aux élections européennes. Et je veux saluer ici le travail des jeunes, notamment des jeunes de la France Insoumise avec Emma et Aurélien, qui, avec les jeunes écologistes, avec les jeunes socialistes, avec les jeunes de génération, ont mené pendant l'été un travail sur le fond, sur le programme, pour montrer qu'on avait la possibilité d'avoir des propositions communes pour les élections européennes. Que contrairement à ce que j'entends parfois, non, il n'y avait pas la question européenne à côté de l'accord de la NUPES. Parce que dans l'accord de la NUPES qu'on avait signé l'année dernière, il y avait un chapitre consacré aux questions européennes. Et on s'était mis d'accord sur des propositions communes à l'élection européenne. Et le travail que font les jeunes, c'est un travail de ce point de vue-là qui est très important. Il sera, je crois, présenté dans les prochains jours. Et ça sera un point d'appui pour continuer à mener ensemble cette bataille. Voilà, on a du pain sur la planche en cette rentrée, vous l'avez vu. La situation, elle est dure, vous le savez, mais on est habitué. On sait y faire. Face à ça, on a notre force de conviction, on a notre détermination. On a avec nous ce sentiment de nous mobiliser sans rien attendre en retour, tout simplement pour faire en sorte que dans ce pays, on puisse vivre mieux, qu'enfin on ait une politique qui s'attaque de manière sérieuse à la bifurcation écologique, qu'enfin on apporte une réponse sérieuse à la crise démocratique dans laquelle on est enfermé aujourd'hui. On va continuer ce travail de mobilisation, on a déjà fait des grandes choses et on va continuer à faire des grandes choses ensemble. Avant de donner la parole à Mathilde, je voudrais vous donner rendez-vous à la fête de l'humanité pour celles et ceux qui y seront, parce que la France Insoumise sera présente à cet instant. Le 23 septembre, j'en ai parlé, dans les luttes, dans les mobilisations. Merci à vous pour votre présence, merci à vous pour votre chaleur. Je compte sur vous pour continuer la lutte et la bataille. En tout cas, nous, on lâchera rien. Merci beaucoup. Bon alors maintenant,
accueillir ma présidente aussi. Et c'est la présidente d'un certain nombre d'entre nous qui sont là. Je vois Adrien, je vois Hugo. Je ne sais pas si David est là ou pas. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais vous avez aussi ici des bons députés qui font bien leur travail. Et donc vous pouvez être fiers. Ils ont aussi comme président de la Salon la plus grosse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, vous dire le plaisir que j'ai à être pour la première fois de ma vie à la braderie de Lille, événement populaire. Et remercier infiniment tous les militants et militantes qui nous permettent de nous exprimer ici. Parce que même dans les moments de plaisir populaire, comme celui que nous avons aujourd'hui à nous retrouver toutes et tous, et bien même dans ces moments-là, la politique destructrice d'Emmanuel Macron nous poursuit. Pourquoi? Parce que ici, votre plat roi, c'est la moule frite. Eh bien, même les moules frites sont aujourd'hui touchées par l'inflation. Vous avez une augmentation drastique du prix des pommes de terre cet été qui font que le prix des pommes de terre a augmenté de 30%. Sur les moules, qui vous le savez, sont importées des Pays-Bas, avec l'augmentation de l'énergie et de l'acheminement, vous avez plus 25% sur le prix des moules. Et puis, si vous êtes un peu gourmand et que vous prenez de la mayonnaise, par exemple, quand vous voyez plus 30% sur les œufs, plus 30% sur l'huile, et nos voisins belges chez qui la mayonnaise a augmenté en prix de 50% et le ketchup de 55%, vous voyez que l'inflation nous poursuit partout. Je le dis un peu avec de l'humour, mais c'est aussi une démonstration à faire un peu partout, pour montrer que partout la politique s'occupe de nous. Et qu'aujourd'hui, la vie chère est devenue un fléau qui touche l'ensemble des secteurs de notre vie. Cet été, nous avons appris que, grâce à la politique magnifique de ce gouvernement, l'électricité allait de nouveau augmenter de 10%. Les loyers ont augmenté de 7% cette année. Vous pourrez dire merci aux macronistes et au Rassemblement national qui l'ont voté main dans la main. Les petits commerces, et je pense par exemple aux boulangers, subissent eux aussi de plein fouet la hausse de l'énergie, au point qu'on n'avait jamais vu en France une marche des boulangers aussi grande pour dire il n'y aura plus de boulangerie dans ce pays si on ne fait pas quelque chose sur la question de l'énergie. Les salaires, évidemment, qui ne suivent pas l'inflation et donc qui en niveau réel baissent. L'inflation est partout, jusque dans la faim qui disloque le pays, avec un Français sur 6 dans ce pays qui dit qu'il ne mange plus à sa faim. Et jusqu'à la rentrée, qui aura lieu pour beaucoup d'enfants demain, ou après-demain, on n'est pas encore dimanche, où les fournitures scolaires ont augmenté de 11%. Alors, je vous dis ça, mais apparemment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Parce que Elisabeth Borne, la Première ministre, nous a expliqué que, il y a quelques jours, fin août, que nous avions atteint le pic de l'inflation. Et hier, Bruno Le Maire nous disait encore mieux, encore plus rassurant, en nous annonçant un accord conclu entre industriels et distributeurs pour, je cite, casser définitivement la spirale des prix dans les rayons avec 75 grands industriels, où Bruno Le Maire leur a demandé de s'engager dès septembre jusqu'à mi-octobre à ouvrir des négociations pour une conclusion de négociations qui pourrait arriver début 2024. Alors là, vous êtes totalement rassurés de savoir que si les industriels et les distributeurs ont la gentillesse de baisser les prix, alors que peut-être que début 2024, la situation des prix devrait s'améliorer. Sauf que, déjà, les puissants de ce pays n'ont aucune idée de l'urgence qui étrangle des millions de familles qui ne savent pas comment elles vont terminer au 15 du mois. Et que décidément, ces gens pensent que le peuple français n'est pas intelligent. Parce que ce coup-là, ils nous l'ont fait 20 fois. Vous vous rappelez du moment où Bruno Le Maire expliquait et demandait au patron, gentiment, poliment, si, s'il vous plaît, il pouvait augmenter les salaires. Que s'est-il passé? Absolument rien, au point que partout, les gens ont dû se battre pour essayer de gagner, boîte après boîte, des augmentations de salaire. Et je veux ici redire
la fierté que nous avons à voir les salariés de Verbaudet qui ont gagné cette lutte et qui rappellent à l'ensemble du pays que jamais la lutte n'est vaine et que la valeur travail n'existe pas. Ce qui existe dans ce pays, c'est de donner une vraie valeur et donc un vrai salaire au travail. Alors, quand je vous dis qu'ils nous l'ont déjà fait 20 fois, je ne suis pas l'un du compte. Je vous rappelle les épisodes précédents. Novembre 2021, Bruno Le Maire. L'inflation est temporaire. Mars 2022, je ne crois pas à un choc inflationniste. Juin 2022, l'inflation, va durer encore quelques semaines. Juin 2022, nous sommes au cœur du pic. Juillet 2022, nous sommes au pic de l'inflation. Elle va commencer à baisser en 2023. Ça, c'était Olivier Véran. Août 2022, nous sommes au pic de l'inflation. De nouveau, Bruno Le Maire. Vous voyez qu'on commence à les croire beaucoup. Hein. De nouveau, Bruno Le Maire, cette fois-ci en décembre 2022. L'inflation devrait commencer à baisser mi-2023. Bruno Le Maire, toujours, hein, février 2023. Inflation, il n'y aura pas de Mars rouge. Et il disait, oui, la situation est difficile, mais les résultats de l'économie française sont solides, le chômage continue de baisser, comprendre radier les chômeurs, et je maintiens que nous devrions sortir de l'inflation vers la mi-2023. Février 2023, cette fois-ci Emmanuel Macron, le pic de l'inflation sera atteint ce trimestre. Et de nouveau, août 2023, je vous en parlais, Elisabeth Borne, le pic de l'inflation est passé. Personne ne peut plus croire en Emmanuel Macron. Seul Emmanuel Macron croit encore en Emmanuel Macron. Et évidemment, les mêmes recettes vont mener aux mêmes échecs. Ça se passe toujours comme ça. Alors, quel est le résultat de cette politique de confiance au marché, de supplique aux industriels de faire quelque chose? Eh bien, il est simple. C'est un chiffre que l'INSEE a fait paraître qui montre que 9 millions de personnes dans ce pays sont en précarité, en privation matérielle. Qu'est-ce que c'est la privation matérielle? C'est un indicateur de l'INSEE qui calcule le nombre de gens qui doivent se priver sur 13 besoins qu'ils ont identifiés, d'au moins 5 de ces 13 besoins. Je vous en liste quelques-uns pour que vous compreniez dans quelle situation sont 9 millions de personnes dans le pays. C'est par exemple lorsque vous avez au moins 2 paires de chaussures en bon état, lorsque vous pouvez chauffer votre logement correctement. C'est par exemple lorsque vous pouvez faire une dépense inattendue. Donc, quand vous disiez 9 millions de personnes en situation de privation matérielle, c'est indigne d'un pays aussi riche que la France. Voilà à quoi ça a mené. Alors, ça a eu d'autres effets. Certains s'en tirent très bien. Les profiteurs de crise, eux, ne cessent de se gaver. Et la preuve, c'est que nous avons appris cet été que la France, cocorico, j'espère que Bruno Le Maire va s'en réjouir, était devenue le 3e pays au monde en termes de nombre de millionnaires et que, cocorico de nouveau, eh bien, pour le CAC 40, nous avions atteint un nouveau record de dividendes puisqu'ils ne cessent d'accroître leur record avec 46 milliards de dividendes qui ont été distribués ces 3 derniers mois. Le résultat, c'est enfin que la consommation populaire dans notre pays n'a jamais été aussi basse. Elle n'a jamais été aussi faible depuis 33 ans dans notre pays. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que le carnet de commandes des petites et moyennes entreprises ne se remplit pas. Donc que vous allez avoir des emplois qui sont détruits, plus de chômage et une désorganisation totale de l'économie. Je veux le dire ici avec force. L'inflation n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Alors, puisque ce gouvernement ne semble avoir aucune idée, à part demander sans cesse, eh bien, nous allons, nous, lui fournir une idée, pas seulement une idée, le texte est déjà prêt. Il a été déposé en novembre 2021 dans le cadre de notre niche parlementaire et il avait été présenté à l'époque par Jean-Luc Mélenchon et Ugo Bernalicis qui est dans le fond en train de discuter. Ce texte, de servir de la bière, encore pire, ce texte, c'était le texte sur le blocage des prix à la baisse. Eh bien, s'ils n'ont pas d'idée, nous leur donnons le texte immédiatement. De même que hier, nous avons déposé un texte de loi
pour interdire la réduflaction. Qu'est-ce que c'est la réduflaction? La réduflaction, c'est quand vous avez un industriel qui décide de cacher une hausse de prix. Par exemple, vous prenez de chocolat, vous gardez le même prix, donc officiellement le prix n'a pas changé, mais vous réduisez la quantité. Eh bien, nous avons déposé un texte hier pour proposer que ça soit considéré comme une arnaque, quelque chose de trompeur de la part de l'industriel, et donc que ça soit purement et simplement interdit. Alors lui, Bruno Le Maire, il préfère faire autrement. Bruno Le Maire, lui, il propose que peut-être qu'on essaye d'indiquer aux consommateurs qu'il y aurait une réduflaction qui aurait été faite, c'est-à-dire absolument rien, et ça viendra là aussi d'échecs. Alors le blocage des prix, bon, les macronistes l'avaient refusé en novembre 2021, depuis on a eu de cesse de le redire, mais alors Bruno Le Maire redit que le blocage des prix, s'il le refuse, c'est parce que c'est la pénurie. Alors, pourtant, je crois que c'est quand c'est Bruno demande, Bruno supplie, Bruno incite, c'est ça qui crée la pénurie pour des millions de gens dans ce pays. Et le pire, c'est qu'ils utilisent l'échec de leur politique pour nous expliquer qu'ils ne pourraient pas augmenter les salaires. En gros, leur stratégie et leur théorie, c'est un peu comme le ruissellement, dont on n'a jamais vu la couleur et qui n'existe pas. Mais alors, comme le ruissellement, il y aurait une boucle salaire-prix. Je vous explique ce que ça veut dire. On augmenterait les salaires, du coup, ça ferait augmenter les prix, et donc surtout, il ne faut pas augmenter les salaires. Eh bien non, c'est des gros menteurs comme d'habitude. Parce que ce qui existe dans ce pays, ce n'est pas une boucle salaire-prix, c'est une boucle profit-prix. Et c'est l'Institut La Boétie qui l'avait montré en disant que quand on augmentait les prix, notamment des produits alimentaires, c'était dû à 70% par l'augmentation du profit des industriels. Donc c'est leur marge qu'il faut casser et c'est pourquoi il faut faire le blocage des prix. Et je vous le dis juste pour que vous soyez à l'aise, les autres qui disent ça, c'est le FMI, qui est bien connu comme étant une organisation insoumise, et qui dit, je cite, « La principale source de l'inflation, c'est la hausse des profits des entreprises. » Alors, nous pouvons casser cette spirale de la vie chère. Oui, nous continuons d'être les partisans et les partisanes du SMIC à 1 600 € net, de l'augmentation des minima sociaux et de tous les salaires avec la conférence pour les salaires. Oui, nous sommes ceux qui nous battons pour l'indexation des salaires sur l'inflation, pour le blocage des prix de première nécessité à la baisse, ainsi que sur les loyers, évidemment. Et nous sommes celles et ceux qui continueront de dire qu'il faut taxer les super-profits dans ce pays. La garantie d'autonomie pour tous les jeunes, la cantine gratuite, voici ce que ferait un gouvernement de l'Union populaire immédiatement pour mettre fin à la vie chère. Alors, oui, nous sommes inquiets car Emmanuel Macron rabaisse la France. Il rabaisse la France quand dans le 7e pays le plus riche au monde, 11 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté, qu'en 10 ans, le nombre de personnes sans abri a été multiplié par 2 et que le nombre de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire a lui été multiplié par 3. Oui, Macron rabaisse la France. Et je voudrais dire qu'assez souvent, on regarde quel est l'état de santé d'un pays à la manière dont il traite les aînés, catastrophique dans ce pays, je ne vais pas développer, mais aussi à la manière dont il traite ses petits. Et je vais le redire autant de fois qu'il le faudra, autant de fois jusqu'à ce que le gouvernement réagisse enfin à ce fait effrayant que j'ai encore rappelé aux amphis cette année. La mortalité infantile recommence à augmenter dans ce pays et nous avons même dépassé la moyenne européenne depuis 2015. Nous étions le 5e pays de l'OCDE avec la mortalité infantile la plus basse en 1980. Grâce à Macron et consorts, nous sommes aujourd'hui classés 20e, derrière la Grèce, la République tchèque ou encore la Lituanie. Je le dis avec force parce que je veux qu'ils répondent sur cette question. Comment est-ce possible qu'un pays aussi riche que le nôtre laisse mourir des nourrissons? Parce qu'un pays qui laisse mourir des nourrissons est un pays qui abandonne son avenir.
Oui, Macron rabaisse la France. Là aussi, quand nous apprenons cette semaine que 2000 enfants vivent à la rue, ce qui est une augmentation de plus 20% en un an, une augmentation dramatique. Et sur ces 2000 enfants, 480 ont moins de 3 ans. Il y a 3 millions de logements vacants dans ce pays, je le rappelle. Et il n'y a aucune raison, aucune, que personne ne dorme à la rue et encore moins des enfants, puisque je le rappelle, c'est une des choses qui est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France. Oui, Macron rabaisse la France quand un enfant en situation de handicap sur 4 n'a pas le droit à une scolarité digne. Oui, Macron rabaisse la France quand une personne sans abri sur 4 est un ancien enfant placé de l'aide sociale à l'enfance, 1 sur 4. Oui, Macron rabaisse la France quand dans le Pas-de-Calais, juste à côté, les enfants sont les premières victimes de saturnisme du fait de la contamination du sol au plomb. Lors des révoltes sociales de ce pays suite au meurtre de Naël, la seule réponse de la Macronie n'a pas été d'abroger la loi de 2017 qui a permis ce permis de tuer. Elle n'a pas été de changer l'IGPN, pas été de changer radicalement les choses qu'il faut faire dans la police pour que nous retrouvions une police républicaine. Non, la seule réaction de la Macronie a été de mettre en cause les parents. Eh bien, je le dis ici avec vous, alors que 3 millions d'enfants dans ce pays vivent sous le seuil de pauvreté, le seul mauvais parent, c'est l'État sous Emmanuel Macron. Alors, en début de semaine, nous prendrons, nous, la responsabilité avec le groupe parlementaire de la France Insoumise de présenter un plan d'urgence pour les enfants. Là aussi, car nous nous refusons à un recul aussi fort dans un pays aussi riche que le nôtre. Il paraît que Darmanin est dans la braderie. Et moi aussi, je voulais vous conseiller de faire attention aux mauvaises rencontres, même si j'ai entendu quelqu'un ici dire que peut-être que la mauvaise rencontre, ça serait pour lui de rencontrer un insoumis qui lui rappellerait à quel point vous détestez sa politique. Pourquoi pas? Alors, je veux profiter de sa présence quelque part par ici pour redire avec force à quel point nous trouvons abject, s'il n'y a pas d'autre mot, ce qu'il a envoyé comme consigne au préfet pour demander à ce qu'on expulse les familles des jeunes qui ont exprimé leur colère suite au meurtre de Naël de leurs logements sociaux. Nous trouvons cela abject pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en droit français, la punition collective n'existe pas et qu'il existe un principe de base qui s'appelle l'individualisation des peines. La deuxième, c'est que expulser les parents, les frères, les sœurs d'un jeune qui aurait commis un délit et d'une injustice crasse qui va pousser des familles entières vers l'errance, le squat et la misère. Enfin, parce que non, monsieur Darmanin, un logement n'est pas un luxe ou un cadeau qu'on donnerait à des gens qui se comporteraient bien. Un toit, c'est d'abord un droit. Et je le redis ici, monsieur Darmanin ferait bien de revenir au sens des responsabilités plutôt que de fanfaronner sans cesse en tentant d'être le ministre de Marine Le Pen. Je parlais de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il est inscrit, la France l'a ratifié, que tout enfant a le droit à un logement, et y compris lorsque vous êtes le frère, la sœur de quelqu'un qui aurait commis un délit. Qu'il revienne un peu au sens des responsabilités. On ne fait pas ça dans ce pays. Alors, Macron rabaisse la France aussi à l'international. Et je voudrais vous raconter cette rencontre que j'ai eue avec Clément Voulet. Clément Voulet, qui est le rapporteur spécial à l'ONU,
qui est spécialement dédié aux questions de liberté publique. Déjà, je dois dire que nous sommes le seul groupe parlementaire à avoir reçu Clément Voulet et que le gouvernement n'a pas voulu le recevoir. Et que Clément Voulet nous a expliqué quelque chose qui est extrêmement grave. Il nous a expliqué que là, il était en quelque sorte en mission d'observation, mais que s'il n'avait pas d'invitation officielle du gouvernement, il ne pouvait pas produire de rapport. Et que comme il demande, depuis les Gilets jaunes à la France, de pouvoir être invité officiellement pour faire un rapport et que le gouvernement ne lui répond pas, eh bien, ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est bloquer un rapport du rapporteur spécial aux libertés de l'ONU pour ne pas être pointé du doigt. Et il m'a raconté quelque chose qui fait mal à entendre lorsque vous aimez votre pays. Il me disait, je suis inquiet de la dérive autoritaire que vous nous décrivez. Je suis inquiet évidemment pour le peuple français, de ce que cela implique, mais je suis surtout inquiet de ce que cela veut dire pour le reste du monde. Et il me donnait un exemple en disant qu'un peu avant, il était au Zimbabwe. Et qu'au Zimbabwe, alors au Zimbabwe, les ministres le reçoivent, hein, pas en France, mais bon. Au Zimbabwe, il va voir un ministre du gouvernement et lui fait part d'un certain nombre d'observations. Et le ministre l'a regardé et lui a dit « Vous faites quoi pour la France ? Commencez d'abord à vous occuper de la France, après vous viendrez nous expliquer ce que nous on doit faire. » Voilà ce à quoi se sentent autorisés les gens partout dans le monde, de même qu'à Hong Kong. Ils avaient fait la même loi anti-masque et anti-casseurs, comme ils appelaient, que celle de la France. Lorsque la France réprime son peuple, alors tant de pays se sentent autorisés à faire de même. Et c'est en cela que c'est extrêmement grave. C'est aussi pour cette question des libertés publiques que nous marcherons le 23 septembre avec la justice sociale, la fin des violences policières et pour dénoncer le racisme systémique dans la police. De même, je voudrais avoir un mot et une pensée pour ce qui se passe actuellement au Gabon. Parce que là aussi, Emmanuel Macron rabaisse la France avec l'échec de sa politique en Afrique depuis maintenant des années. Je voudrais d'abord redire en notre nom à toutes et tous notre solidarité au peuple gabonais. Et que ce que nous voulons d'abord, c'est que la volonté souveraine du peuple gabonais soit respectée. Et que un Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse d'exprimer son soutien au clan Bongo, n'a aucune leçon à donner et que les Gabonais n'ont aucune leçon à recevoir de quelqu'un qui a commis la faute politique de recevoir encore, en juin dernier, en grande pompe, Ali Bongo à l'Élysée. Oui, Emmanuel Macron rabaisse la France. Et quand vous voyez que la France n'a rien vu sur les multiples coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso, que la France aujourd'hui n'a plus de voix crédible à l'international, n'est plus écoutée notamment parce qu'il y a des géométries variables dans les discours à tout va. Et un président Emmanuel Macron qui non seulement continue cette politique, mais ose dire au Burkina Faso, devant la presse nationale et internationale du président burkinabé, qu'il serait parti réparer la clim. Voilà le type de mépris qu'Emmanuel Macron impose au peuple français, mais aussi dans nos relations extérieures. Eh bien oui, alors la voix de la France n'est plus crédible et n'est plus écoutée. Et nous avons une antériorité sur cette question. Parce que depuis le début de l'opération Serval et Barkhane, nous demandons à ce qu'il y ait des débats et des votes à l'Assemblée nationale. Et je veux dire ici que nous rendons évidemment hommage aux 58 militaires qui ont été tués depuis le début de ces opérations. Et que ce ne sont pas les militaires que nous mettons en cause, qui eux obéissent aux ordres qui sont donnés. C'est ce que nous mettons en cause, c'est quels sont les ordres qui sont donnés. Quelle est la stratégie qui est développée? Nous avons demandé 1000 fois, pourquoi sommes-nous en opération militaire? Pour combien de temps? Avec quel objectif? Le résultat, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul vote à l'Assemblée nationale en 9 ans sur cette question démocratique cruciale.
Je le dis ici, ce que nous redisons, c'est que une politique uniquement militariste n'est pas une politique viable. Et ce que nous voulons réaffirmer avec force, c'est que notre unique boussole, nous, à la France insoumise, c'est de continuer d'avoir des liens avec les peuples des pays africains. Macron n'a toujours pas compris que les peuples africains n'étaient pas la variable d'ajustement de je ne sais quelle puissance. Et que ce que nous voulions nous construire, avec la stratégie de non-alignement, qui ne veut pas dire neutre, mais non aligné sur aucune des puissances, c'est justement des relations d'égal à égal, qui soient basées sur des coopérations autour des biens communs, autour de la francophonie que nous avons en partage, autour de l'écologie alors que nous avons tant à apprendre, à l'heure de l'incertitude du dérèglement climatique, sur la manière dont font beaucoup de pays en Afrique, et notamment sur la politique forestière au Gabon. Oui, Macron abaisse la France. Et dans une interview encore récente, il disait que sa boussole, c'était ordre, ordre, ordre. La nôtre est tout autre. La nôtre, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors, en cette rentrée, partout dans le pays, dans les groupes d'action à l'Assemblée nationale, nous sommes au combat. Et ce combat est clair. Il existe une alternative politique dans ce pays. Grâce au combat quotidien que nous menons, nous ne sommes pas condamnés à vivre sous Emmanuel Macron ou sous Marine Le Pen. Et je voudrais, puisque je suis à Lille, terminer par un hommage à Martha Desrumaux. Martha Desrumaux a été adjointe ici, dans la ville de Lille. Elle a surtout été une militante ouvrière, très connue et emblématique du Nord, une résistante au fascisme, une communiste, une syndicaliste et une féministe. Martha, je veux vous en parler un peu parce que malheureusement, elle a été largement oubliée alors qu'elle a joué un rôle majeur dans l'histoire. Martha Desrumaux entre à l'usine à 9 ans. Elle se syndicalise à 13 ans. À 20 ans, elle mène sa première grève avec les autres ouvrières de l'usine et elle la gagne. En 1933, elle comprend avec ce qui se passe en Allemagne que le fascisme réussit à créer des liens entre les grands financiers et ceux qui subissent la politique qui est menée, notamment des chômeurs ou des ouvriers. Et donc, pour empêcher ce rassemblement, elle organise une grande marche de Lille jusqu'à Paris, enfin Saint-Denis, puisqu'on lui a interdit de défiler à Paris, ça vous rappellera des choses. Donc de Lille jusqu'à Saint-Denis, qu'elle appelle la marche de la faim, la marche des chômeurs, pour essayer d'empêcher ce rassemblement. En 1936, elle est la seule femme ouvrière à participer aux négociations des accords de Matignon. Et au patron qui juge que les salariés seraient trop payés, elle amène directement les fiches de salaire des ouvrières qu'elle donne directement au patron. Accord de Matignon qui, avec le Front populaire, donneront lieu, je vous le rappelle, aux congés payés, aux conventions collectives, à la passage à la semaine de travail de 40 heures, à l'augmentation des salaires entre 7 et 15%. En 1940, sous l'occupation allemande, elle organise en clandestinité la plus grande grève de l'Europe occupée. Et sur 143 000 mineurs, 100 000 mineurs se mettent en grève. Elle organise ainsi cette énorme grève et des manifestations de femmes. Cette grève a coûté énormément aux Allemands. Alors, derrière, la répression est violente. Il y aura des dizaines de fusillés. 244 mineurs seront déportés. 450 personnes arrêtées. Et évidemment, ce qui les intéresse, c'est les meneurs. Je rappelle que, en plus de Martha Desrumaux, il y avait Émilienne Maupetit, pour lequel Jean-Luc Mélenchon avait organisé à Hénin-Beaumont une marche nationale pour se rappeler de ce que cette femme, qui a été, elle, tuée, avait fait d'extraordinaire. Alors, les meneurs sont recherchés
Et Martha Desrumaux se fait elle-même arrêter en août 1941 et déportée au camp de Ravensbrück, dont elle ressortira vivante. Je veux rendre d'abord hommage, à travers elle, à toutes celles et ceux qui luttent et nous rappeler toujours que nous continuons ce combat lorsque nous portons le triangle rouge que portaient les déportés politiques et qui nous rappellent que le combat contre le fascisme et combat pour des droits nouveaux sont intimement liés. Nous continuons le combat de Martha Desrumaux lorsque nous disons que jamais nous n'abandonnerons le combat pour la retraite à 60 ans et la 6e semaine de congé payé. Nous continuons son combat lorsque nous nous battons pour la souveraineté du peuple. Nous continuons son combat et nous marchons sur ses pas. Lorsqu'elle disait en mars 1958 au comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale: pour ceux qui ont connu la véritable résistance du maquis, il peut paraître vain de parler de résistance dans un camp de concentration. Il est vrai que l'immense masse des détenus à Ravensbrück était amorphe, affaiblie par la sous-alimentation, usée par le travail, minée par la maladie, courbée sous la menace des sanctions de toutes sortes. Il est exact que pour la plupart de ces malheureuses vivant au jour le jour, les seules préoccupations étaient de s'approprier un tricot, un chiffon, un bout de ficelle, de resquiller un quignon de pain, une cuillerée de soupe, d'échapper à une corvée, d'éviter l'écho, en un mot, de survivre. Mais il est certain aussi que de cette masse se dégageait de temps en temps une âme mieux trempée, un caractère sinon un organisme plus résistant, une sorte de bouée qui surnageait et à laquelle les faibles se raccrochaient. Chacune était déjà un embryon de résistance et c'est leur réunion qui constitua une véritable organisation de résistance. Oui, rappelez-vous toujours que dans des situations aussi difficiles soient-elles, que chacun et chacune ait cet embryon de résistance qui permet au peuple de garder la tête haute et de dire oui, un autre monde est toujours possible, nous ferons advenir ces jours meilleurs. Je vous donne rendez-vous le 23 septembre. Merci infiniment à vous.